pour ce congrès, ce 15e congrès de la Société camerounaise de cardiologie. Et pour des raisons didactiques, nous allons suivre ce plan. Il faut savoir qu'au cours de la grossesse, les seuils diagnostiques restent les mêmes que couramment, donc supérieurs pour la pression artérielle systolique à 140 mm de mercure et 90 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Ces valeurs doivent être prises de façon répétée au moins 2 fois si la pression artérielle est modérément élevée, mais si elle est supérieure à 160 ou 110 mm de mercure, ce qui est le seuil de sévérité pendant la grossesse, on a un temps limité de 15 minutes pour confirmer cette pression artérielle sévère, hypertension artérielle sévère. C'est donc un sujet qui est important. C'est une condition qui intéresse environ 2 à 8% des grossesses dans le monde. Et une méta-analyse permet de relever une fréquence de 10% en Afrique. C'est la deuxième complication la plus fréquente au cours de la grossesse après les hémorragies du postpartum. Et c'est une condition qui est pourvoyeuse de grandes complications, autant maternelles que fœtales, qui peuvent engager le pronostic vital du couple. Donc, l'hypertension artérielle de grossesse est une nosologie très particulière. Et celle que nous allons dérouler ici, c'est celle de l'ISS-HP, qui a été reprise dans les recommandations ESC 2025. Donc, on va commencer par le premier grand groupe, qui est celui qui concerne les hypertensions artérielles, qui surviennent strictement avant la 20e semaine. Dans ce cas-là, on va retrouver ce qu'on appelle l'hypertension artérielle chronique. C'est celle qu'on a l'habitude de voir en dehors de la grossesse. Il y aura l'hypertension artérielle rouge blanche, l'hypertension artérielle masquée, avec les définitions que vous connaissez déjà et qui sont rappelées sur cette diapositive. Après la 20e semaine, donc à partir de la 20e semaine jusqu'à la fin de l'accouchement et du postpartum, on a donc certaines entités spécifiques. On va commencer par l'hypertension artérielle gestationnelle, qui se définit par une hypertension artérielle comme ce qu'on a défini au départ, donc supérieure à 140 sur 90 mm de mercure, sans protéinurie, ni signe de lésion d'organes chez la mère, ni d'autres signes qui seraient en rapport avec une prééclampsie. La prééclampsie, donc, c'est une hypertension artérielle gestationnelle à laquelle s'adjoint soit des lésions d'organes chez la mère, soit des signes de dysfonction utéroplacentaire. Ce sera soit la protéinurie, on dit bien soit, parce qu'on peut avoir des prééclampsies qui n'ont pas de protéinurie, soit une atteinte d'organes cibles. Ici, on va les citer. On peut avoir des signes neurologiques, ce qu'on appelle l'éclampsie, qu'on va détailler tout à l'heure, une altération de la fonction, une altération de la conscience, des troubles au niveau de la vue, un AVC, etc., ou des céphalées sévères. Sur le plan pulmonaire, cardio-pulmonaire, on peut avoir un édème aigu du poumon. Sur le plan hématologique, la baisse des plaquettes, à moins de 150 000 par millimètre cube. On peut avoir une insuffisance rénale aiguë sur le plan rénal. Sur le plan hépatique, une insuffisance hépatique avec au moins un doublement des transaminases, voire une douleur au niveau du quadrant supérieur du hypocondre droit ou épigastrique qui sera en rapport avec un syndrome de Hell, ou bien des signes de dysfonction utéroplacentaire qui sont non soit la mort fœtale in utero, le cas de croissance intra-utérin, décollement placentaire, etc. Cette prééclampsie peut avoir des signes sévères. C'est d'abord la pression artérielle elle-même, comme on l'a défini, supérieure à 160 ou 110 mm de mercure. Ça peut être la thrombocytopénie inférieure à 150 par mm3, la dégradation de la fonction hépatique, l'insuffisance rénale, l'œdème aigu du poumon, et des céphalées qui sont intenses et rebelles au traitement usuel. Donc, lorsqu'on a la prééclampsie avec ces signes, on parle d'une prééclampsie sévère. Voilà, l'éclampsie, donc on va graduellement. L'éclampsie, elle, c'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure, donc pression artérielle toujours supérieure à la normale, mais avec la survenue de convulsions. Convulsions ou coma. C'est une femme qui était déjà connue, prééclamptique. Enfin, comme dernier terme nosologique, nous avons donc l'hypertension artérielle chronique avec prééclampsie surajoutée. Donc, c'est une patiente qui était déjà connue hypertendue avant de tomber enceinte et qui a checké après. On trouve donc tout ce qu'on a cité tout à l'heure, au niveau développement d'une protéinurie, bien des signes de lésions d'organes chez la mère ou des signes de dysfonction utéroplacentaire.
Donc ici, c'est une sorte de schéma pour résumer un peu tout ce qu'on a vu. Donc la pression artérielle doit être supérieure à 140/90 mm de mercure. Avant 20 semaines de gestation, 20 semaines de grossesse, si vous trouvez cette type de tension-là, c'est une hypertension artérielle chronique. Si ça a plus de 20 semaines d'aménorrhée, on recherche les signes qu'on a cités tout à l'heure. S'il y en a, on est dans un des termes, soit prééclampsie, éclampsie ou syndrome de L. Si on ne retrouve pas ces signes, on en a une hypertension artérielle gestationnelle. Dans ces cas-là, on peut progresser quand même au cours de la grossesse vers les complications, ou bien on peut avoir une résolution. Avant les 12 semaines postpartum, on parle d'hypertension artérielle de la grossesse transitoire, ou bien après ces 12 semaines-là, avoir là une persistance de l'hypertension artérielle qui va donc devenir une hypertension artérielle chronique. On va faire un petit tour sur la physiopathologie en disant que le socle de la physiopathologie, c'est le défaut de placentation. C'est-à-dire, comme vous avez une placentation normale, vous aurez la paroi des artères spiralées qui vont perdre leur structure musculaire, ce qui va augmenter le flux au niveau du placenta. Lorsque cette placentation se fait bien, vous avez donc une balance angiogénique qui est en faveur des facteurs de croissance et utérin et vasculaire. Lorsqu'elle se fait mal, le flux utérin est réduit, donc le placenta est ischémique. On aura donc une balance angiogénique qui est plutôt en faveur des facteurs anti-angiogéniques et qui va donc permettre, qui vont entraîner une dysfonction endothéliale généralisée chez la femme et donc aboutir à toutes les lésions d'organes cibles que nous avons eu à citer. Donc, après parler du diagnostic de l'hypertension artérielle sur grossesse, je pense que les critères d'une bonne prise de pression artérielle sont connus. Il faut être assis avec un brassard qui est adéquat pour votre patient. Mais chez la femme enceinte, il faut savoir que le gold standard, c'est le sphingomanométre. Parce que les tensiomètres électroniques ont tendance à sous-estimer la pression artérielle. C'est vrai qu'il existe des dispositifs qui sont, on va dire, calibrés pour la femme enceinte, mais si on ne l'a pas, c'est mieux d'avoir un tensiomètre manuel, comme on dit. La deuxième étape, c'est souvent de rechercher est-ce qu'il y a une protéinurie. Comme on l'a dit, ce n'est plus une condition nécessaire. Mais lorsqu'elle est là, associée à un chiffre attentionnel élevé, c'est donc une condition suffisante pour parler de protéinurie. Et ici, il faut dire qu'on utilise beaucoup la bandelette urinaire, mais pour être vraiment dans les recommandations, ce serait mieux de doser la protéinurie de 24 heures, dont le seuil est 300 mg par 24 heures, ou le ratio protéine-créatinine, dont le seuil est de 30 mg par millimole. Donc, comme autre élément sur le plan biologique, il faut demander une NFS, on va rechercher les plaquettes, les enzymes hépatiques pour voir s'il y a une altération de la fonction hépatique rénale avec la créatinine et même le glycémie dans le cas du syndrome de L. Ça, c'est une nouveauté, c'est le ratio tyrosine kinase 1 type FMS soluble, c'est ce que vous voyez ici. Et le facteur de croissance facteur de croissance placentaire. Donc ce rapport-là a une forte valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si vous le dosez et il est inférieur à 38, il permet d'éliminer à 99% la survenue d'une prééclampsie dans les 8 jours suivant le test. C'est vrai qu'il n'est pas encore, c'est un examen qui se fait par automate au laboratoire, donc c'est pas très compliqué, mais c'est pas encore disponible dans notre contexte, mais il y a certaines équipes qui l'utilisent déjà de façon routinière. Donc ici, c'est aussi un algorithme récapitulatif. Tout ce qu'on a dit, donc toujours les chiffres de tension de pression artérielle élevée. Ensuite, la recherche de la protéinurie avec soit le RAC, dans le rapport albumine-créatinine, soit le rapport protéine-créatinine urinaire, je précise. On recherche les signes qu'on a déjà relevés tout à l'heure, soit sur le plan clinique ou laboratoire. Et enfin, si on les retrouve, on parle de prééclampsie. Si on ne les retrouve pas, on peut doser donc ce qu'on a dit le rapport tout à l'heure entre la tyrosine kinase et les facteurs de croissance. Et si supérieur à 85, on peut donc redresser le diagnostic en prééclampsie. On va maintenant passer à la dernière partie de notre exposé, ce sera la prise en charge. Lorsqu'une patiente arrive avec une pression artérielle élevée, supérieure à 140 90 mm de mercure, mais inférieure strictement à 160 ou 110, on n'a pas, ce n'est pas indiqué de l'hospitaliser.
on peut la traiter en externe. Alors que lorsqu'on a une hypertension artérielle sévère, qui sont définis par ces seuils, il est indiqué en classe 1 de l'hospitaliser, donc de la traiter en hospitalisation avec un traitement parentéral. Il faut rechercher la protéinurie ou les signes de lésions d'organes ou de dysfonction utéroplacentaire. Si on ne les a pas, bon, on va toujours aller vers le traitement, c'est le même objectif dans tous les cas. Mais si on l'a, on parle de pré-éclampsie, on évalue le niveau de soins. C'est-à-dire, on ne va pas traiter une patiente qui a son, on va dire quoi, pression artérielle élevée avec protéinurie, comme une patiente qui a fait sa pré-éclampsie avec œdème aigu du poumon. Donc, c'est ça, classifier un peu le niveau de soins de votre patient et avoir pour objectif, dans tous les cas, une pression artérielle inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. Donc, la pression artérielle, l'hypertension artérielle est modérée, chronique et gestationnelle. On a certaines molécules qui sont utilisées de façon usuelle. C'est la méthyldopa. On ne va pas citer les noms commerciaux, mais je pense que tout le monde connaît. Les bêta-bloquants, notamment le labetalol, le métoprolol, et les inhibiteurs calciques, ici la nifedipine, qui est plus utilisée parce qu'elle est très malléable et elle a un effet, une durée d'action beaucoup plus rapide. Donc, il s'agit aussi ici de savoir comment prévenir la survenue d'une prééclampsie. Et ici, l'aspirine à faible dose, 75 à 150 mg par jour, de la 12e à la 38e semaine, va quand même faire la preuve dans la réduction de la survenue de prééclampsie chez les femmes qui sont à haut risque ou à risque modéré. Il faut quand même faire l'emphase sur ces signes-là qu'il faut rechercher de façon systématique chez les femmes enceintes qui sont souvent référées des gynécologues vers des cardiologues. Ce sont des patients donc, qui ont eu des désordres hypertensifs dans des grossesses précédentes, qui sont connus déjà hypertendus avant de tomber enceinte, qui ont des maladies rénales chroniques, un diabète ou bien des maladies auto-immunes. Ça, ce sont les facteurs de haut risque. Et les facteurs à risque modéré, c'est la nulliparité, l'âge supérieur à 40, l'âge maternel supérieur à 40 ans, l'intervalle intergénésique supérieur à 10 ans, une obésité à la première visite de CPM et une histoire de prééclampsie familiale. Il faut savoir qu'il faut utiliser le sulfate de magnésium devant chaque prééclampsie qui se présente avec des signes de gravité. Donc une hypertension artérielle avec ou sans protéinurie ou une hypertension artérielle associée à des complications, que ce soit neurologiques, hémato, cardiovasculaires, insuffisance hépatique ou rénale. Donc ici, c'est juste une diapo pour vous montrer le niveau de preuve qui est élevé. Dans l'utilisation du labetalol, comme on a dit, de la nifedipine à courte durée d'action, du méthyldopa, mais aussi de l'urapidine et de la nifedipine, si vous en avez. Et s'il faut passer par voie veineuse, en seconde ligne, vous avez l'hydralazine. En cas d'œdème aigu du poumon, il faudrait adjoindre un vasodilatateur comme la nitroglycérine par voie intraveineuse. Donc, arrivé au terme de notre exposé, nous pouvons dire que les désordres, désolé pour la faute de frappe, les désordres hypertensifs pendant la grossesse restent une entité grave à maîtriser par le cardiologue. Parce que souvent, les gynécologues ils vont initier le traitement et après, la patiente devient une patiente cardiologique. La nosologie est précise, nous l'avons détaillée et il faut la connaître et pouvoir être précis dans ses diagnostics et précis dans sa prise en charge. La protéinurie, c'est une condition qui est suffisante mais pas nécessaire au diagnostic. Il y a des nouveaux moyens diagnostiques biologiques, comme on a pu l'expliquer tout à l'heure. Et la prise en charge est en fonction de la gravité. Est-ce que l'hypertension artérielle est sévère? Quel est le grade de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il y a des lésions d'organes maternels ou bien des signes de dysfonction utéroplacentaire? On va ouvrir le débat en disant que ce sont des femmes qu'on suit, mais ce sont des femmes aussi dont il faut connaître le devenir. Parce que souvent, ces femmes-là, parfois, on a même la résolution de l'hypertension artérielle après le postpartum, mais ce sont des femmes qui sont à haut risque de faire après des maladies cardiovasculaires, une hypertension artérielle chronique. Donc, c'est aussi ça une des problématiques qui ouvre ce sujet-là. Merci à tous. Merci, Madame la Présidente de séance. Merci, docteur, pour cette brillante exposé. Ce que nous allons faire, écrivez les questions.